Salut mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 threads d'horreur, un court, un moyen et un long. Voilà, le format qu'on a déjà fait sur la dernière vidéo. Si vous l'avez pas vu, allez la voir après celle-là. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Je préviens, la seconde vidéo est vraiment hardcore. Je vous en parle plus après celle-ci. Hop, sans plus tarder, prends ton chocolat chaud et installe-toi confortablement. Sophie nous explique que quand elle était jeune, entre 5 à 8 ans, un membre de sa famille éloignée est mort. Il était bien aimé de tous. L'un de ses derniers souhaits, c'était que la veillée funèbre ait lieu dans sa maison d'enfance. Son fils, Will, a décidé de respecter ses souhaits et a contacté le propriétaire de la maison pour demander si un petit rassemblement pouvait être organisé sur les lieux et entièrement à l'extérieur. Pour Will et sa famille, le propriétaire, il était gentil et compréhensif. Il était d'accord et offrait de l'aide, mais en étant clair sur les limites à ne pas franchir. Le jour J, la famille elle arrive vers 15h de l'après-midi et Sophie, elle a cet horrible sentiment anxieux au fond de son estomac qu'elle ne peut pas s'enlever. Elle dit à sa mère son ressenti, sa mère pense que c'est stupide et lui dit de venir et qu'il n'y a rien. Sophie fait confiance à ses parents, donc elle sort de la voiture. Elle a une robe et des bijoux fantaisie pour cette occasion. Sa mère, son père et elle marchent tous vers la cour arrière, en direction du côté droit de la maison, car l'intérieur était interdit parce que c'était une propriété privée. Quand un homme sort par la porte d'entrée en tenant une batte. C'est pas juste une batte de baseball, non, c'est une batte de baseball avec des clous dessus. En gros, dans le style à celle de Negan. Quand il sort, il se met à crier sur tout le monde en disant que leur famille est horrible et dégoûtante. À ce moment-là, Sophie, elle panique et elle court direct à la voiture. Elle saute dans la voiture et claque la porte. Son estomac est noué. Quand elle regarde par la fenêtre, elle voit l'homme. L'homme fou qui a pris la décision rapide de cibler une petite fille et a jeté sa batte qui a frappé la zone au-dessus du pneu arrière. Son père pousse l'homme loin et saute dans la voiture, suivi de près par sa mère. Il s'éloigne à toute vitesse de la maison. Ses parents n'arrêtent pas de jeter des regards rapides derrière la voiture et de chuchoter. De retour chez eux, ils félicitent leur fille et lui disent qu'ils sont fiers qu'elle ait couru et que si jamais elle a de nouveau cette sensation que quelque chose ne va pas, ils l'écouteraient. Sa famille n'a jamais reparlé de cela avec elle. Sophie a demandé à sa mère plusieurs années après ce qui s'était passé à ce moment-là. Sa mère lui a expliqué que l'homme avait fait une recherche Google sur Will. Il a vu que Will avait un petit casier judiciaire et a décidé que c'était suffisant pour les attaquer. Bon, je vous cache pas que j'adore Negan, mais là c'est peut-être un petit peu trop. Heureusement, personne n'a été blessé parce que le gars il a quand même décidé de s'en prendre à une petite fille. Le mec, voilà. On passe de suite à la seconde histoire qui est relativement hardcore. Donc j'ai essayé de lisser les faits, je vous épargne des détails. Si vous avez moins de 18 ans et que vous êtes sensible, je vous conseillerais de passer à la troisième histoire ou de regarder ça avec un adulte. Et d'ailleurs, je vais vous la faire à la première personne. C'était en 2014, j'avais 17 ans à l'époque et je devais prendre l'autobus pour aller à l'école et en revenir. L'arrêt de bus était sur la route principale, donc je devais marcher quelques pâtés de maison pour arriver au complexe d'appartements. Un jour, je rentrais de l'école à pied et ce van Honda s'est arrêté. Une fille se présente et me dit qu'elle est nouvelle dans la région et qu'elle veut se faire de nouveaux amis. Je lui ai donné mon numéro et rapidement, nous avons fait des plans pour dîner. Peut-être un jour ou deux plus tard, elle me prend dans le même van, mais cette fois-ci avec un homme qui conduisait et aussi une autre jeune femme. Elle n'a pas mentionné ces deux autres personnes, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi. J'ai ignoré beaucoup de signaux d'alarme. J'étais jeune et naïve. L'homme parlait pendant notre dîner au restaurant et les deux autres filles étaient silencieuses. Un autre drapeau rouge. Il avait un photon dans sa voix tout le temps.
Il m'a posé des questions. Puis il a commencé à devenir bizarre, comme dire qu'il pouvait lire les pensées, et a commencé à me dire toutes ces informations qu'il savait sur moi. Je ne savais pas comment il savait tout ça, alors je l'ai cru. Après le dîner, nous nous arrêtons à leur maison, qui était dans une toute autre ville que la mienne. La fille m'a dit qu'elle resterait à côté de moi. Un autre drapeau rouge. C'était une très belle maison, et il y avait une Mercedes dans l'allée. Mon jeune esprit était intrigué. Il m'a dit qu'ils étaient tous colocataires et qu'ils se bousculaient. Il m'a ramené à la maison, la nuit où j'étais seul, et il essayait de me convaincre de faire partie de leur mode de vie. Quelques jours plus tard, je ne faisais qu'envoyer des textos à l'homme. La fille a à peine tenu une conversation avec moi, mais il m'a fait croire qu'il était quelqu'un de super gentil. Il m'a demandé de prendre des vêtements et de passer la nuit chez lui, et j'ai accepté. Après des heures de discussion, il m'a convaincu de quitter la maison de ma mère et de rester avec lui. J'ai envoyé un texto à ma mère pour lui dire que j'allais déménager et comme j'avais presque 18 ans, elle était d'accord pour une raison ou une autre. C'est là que ça a dégénéré. Il n'était pas la charmante personne que j'avais rencontrée. Ce n'est qu'après avoir emménagé qu'il m'a dit que ses filles étaient des escort girls et que j'en deviendrais une aussi quand j'aurais 18 ans. Il a commencé à me dire comment faire mes cheveux ou comment m'habiller. Il m'a donné un tout nouveau téléphone et un numéro avec une application de traçage. Je n'avais pas le droit de contacter ma mère, ma famille ou mes amis. Il insistait pour lire dans mes pensées. Même les plus petites erreurs que je faisais, il me punissait pour cela. Il m'a scotché les mains et les pieds, tasé mes parties génitales, m'a poignardé avec des tournevis, m'a jeté au 2e étage par une jambe, m'a frappé jusqu'à ce que je m'évanouisse. Tout ça avec un sourire sur le visage. Il aimait me faire du mal. Je n'oublierai jamais son regard. Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme si ses yeux devenaient littéralement noirs. Putain de merde. C'était réel. Je pensais que seules les personnes dans les films étaient comme ça. Les gens sont vraiment là à torturer d'autres gens. Il m'a aussi fait regarder ces vidéos que vous ne voudriez jamais voir, tout en tenant un couteau sur mon cou. Il couchait aussi avec moi tous les jours quand les filles allaient travailler à l'hôtel. Il mentait et disait que j'étais la seule avec qui il était intime et que j'étais spécial. Il m'a dit que si j'essayais de partir ou si je disais à quelqu'un où j'étais, il me tuerait. Il m'expliquait en détail comment il voulait me tuer et où il mettrait mon corps. Un jour, il m'a fait m'allonger et m'a tellement frappé à l'estomac pendant que sa jambe m'étranglait. Je me suis évanoui et je me suis réveillé si confuse. Ma vision était trouble. J'avais une énorme bosse à l'arrière de ma tête. Je ne pouvais même pas me tenir debout. Je n'avais aucune idée de ce qu'il m'avait fait d'autre pendant que j'étais évanoui. Mais à ce moment-là, je me suis dit que cet homme allait me tuer. Je préférerais risquer qu'il me tue si je me faisais prendre à essayer de partir, plutôt que de passer plus de temps avec ce monstre. Je me fichais des menaces. Je voulais partir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai attendu jusqu'à ce que je l'entende ronfler vraiment fort et je me suis enfui. Je n'ai rien pris, même pas le téléphone, parce qu'il y avait un tracker dedans. Et je l'ai fait, par la grâce de Dieu. Je n'ai pas parlé à ma mère pendant environ 3 mois, par peur. J'avais raison parce qu'il est allé me chercher à son appartement. Je ne sais même pas comment il savait où elle vivait. Finalement, je l'ai contactée et elle avait déposé un rapport de personne disparue. Elle pleurait en pensant que j'avais été tué. J'ai continué ma vie. En 2017, il avait convaincu une autre mineure, mais celle-ci était intelligente parce qu'elle l'avait piégé. Ce fils de pourri en prison. Je l'ai découvert parce que les détectives me cherchaient. Il y a des articles sur lui. Attendez, laissez-moi reprendre mon souffle et mes esprits, et puis vous aussi par la même occasion, car cette histoire elle est très lourde à lire ou à entendre. Il y a beaucoup de choses à retenir de cette histoire. Ça arrive à beaucoup de personnes malheureusement,
Des personnes jeunes qui sont influencées par des personnes manipulatrices et qui ne leur veulent pas du bien. Donc même si vous faites la rencontre de quelqu'un et que vous vous entendez bien avec lui, ne lâchez pas tout d'un coup. Prévenez votre famille, vos amis de ce que vous faites. Elle s'en sort non sans séquelles et heureusement, elle a décidé de prendre les choses en main et de s'enfuir. On passe à la troisième histoire, qui est moins hardcore, et celle-ci aussi je vais vous la faire à la première personne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous préférez à la première personne ou à la troisième personne, histoire de voir. Je vis dans le nord-ouest pacifique des États-Unis, juste en dessous du Canada. C'est une région avec d'excellents spots de camping. Un de mes favoris n'est pas un camping officiel, mais sur une route forestière vers une rivière. Étant une jeune lunatique, je faisais souvent des séjours dans ma voiture, à cet endroit, pour être seul sur la rivière et méditer sur ce qui me dérangeait. Camper seul, en tant que femme d'une vingtaine d'années, a souvent suscité de l'anxiété chez moi et mes parents. Mais je n'ai pas laissé cela me décourager. Le camping seul était quelque chose que j'aimais vraiment faire, et après avoir vécu une série de malheurs émotionnels, j'avais besoin de temps pour moi-même. La dernière fois que je suis allé à cet endroit, je devais avoir 21 ans, je venais de vivre une rupture difficile et je voulais prendre un peu de temps pour traiter cela. Heureusement, j'avais obtenu des jours de congé avec mon travail de vente au détail, alors j'ai fait mes valises et j'ai fait les 3 heures de route pour me rendre sur place. Cet endroit est assez bien connu et souvent quelques campeurs étaient là le week-end, mais pendant la semaine, il était plus que vide. Quand je suis arrivé, c'était en fin d'après-midi et j'ai été un peu déçu de découvrir un camion et une autre voiture argentée garée près de la rivière. Je me suis garé une certaine distance derrière eux et j'ai commencé à décharger mes affaires. 2 jeunes hommes étaient à côté du camion et en passant, ils m'ont salué. J'ai murmuré un bonjour et j'ai continué à marcher. J'ai choisi un endroit que je trouvais agréable et je suis retourné récupérer le reste de mes affaires. Alors que je passais de nouveau devant leur voiture, l'un des hommes, le plus petit, se précipita vers un rocher près du chemin où des pistolets étaient posés et il les cacha rapidement en disant « Oh désolé, je ne voulais pas vous effrayer ». Il y avait quelque chose d'enfantin dans sa manière, comme s'il avait fait exprès pour que je fasse attention à lui. Je lui ai dit que tout allait bien, que je n'avais pas peur et j'ai continué à marcher. J'ai déchargé le reste de mes affaires, installé mon camp et allumé un feu. J'étais un peu fatigué après la longue journée de conduite et de transport de mes affaires, alors je me suis jeté dans une chaise de camping et j'ai mangé un peu. C'était une belle soirée, pas trop chaude, donc j'ai complètement profité du moment. Je pouvais voir les 2 hommes remonter un peu la rivière, mais c'était assez facile de les ignorer. Quand j'ai fini de manger, ils sont passés devant mon camp, sur la rive opposée, ils marchaient dans les bois. Je suis allé à la rivière pour obtenir de l'eau pour mes plats et j'ai entendu que quelqu'un m'appelait. « Hey, je voulais juste te dire que je suis un bon gars, ok ?» J'ai pensé que le gars était juste un peu bizarre et j'ai choisi de répondre avec un « ok » poli. Je voulais qu'il me laisse tranquille et je pensais que si j'étais gentil mais pas intéressé, il comprendrait. Un certain temps s'était écoulé et j'avais médité sur les événements de la semaine dernière et j'ai apprécié la beauté de la nature. Jusqu'au moment où il est venu, en boitant jusqu'à mon camp, il faisait un faux grognement comme s'il souffrait. Je ne me souviens pas exactement de l'échange que nous avons eu, mais il s'est retrouvé assis à mon camp et m'a expliqué qu'il avait eu des blessures dans le passé qui avaient été touchées par le froid de la rivière. Compte tenu de certaines expériences antérieures, j'avais adopté une politique d'écoute active avec les autres qui semblaient avoir du mal. J'étais évidemment confronté à mes propres malheurs et je voulais être traité avec compassion. Donc je voulais faire de même avec les autres. Il était clair que le gars avait des problèmes. Il a continué à rester dans mon camp et a commencé à me parler de sa vie. Ces histoires étaient assez fantastiques, le genre de mensonge qu'un enfant vous raconterait d'une aventure ou d'une grandeur incroyable. Au fur et à mesure qu'il avançait, ces mensonges étaient de plus en plus étranges. Il a expliqué que les blessures qui lui faisaient mal étaient le résultat d'une chute sur une grande distance pendant un travail de soudage, où sa main a été prise en étant empalée par un morceau de barre d'armature. J'ai répondu par une série de « ouais » et de « wow, ça a dû être douloureux ».
Il a révélé qu'il était récemment sans abri après s'être séparé de sa petite amie qui avait parlé à un autre gars. C'est pour ça qu'il était dans son camion. Il m'a aussi dit qu'il était DJ dans un bar de la ville la plus proche et qu'il s'était fait beaucoup d'argent en le faisant. Il a continué ses exagérations en me disant qu'il était aussi un chef 5 étoiles. Il m'a éclairé sur un plat grossier de sa propre création qui était essentiellement une soupe à base de gelée de fruits diluée et d'autres choses sucrées. Il m'a aussi dit qu'il avait déjà été un commando de la marine spécialisé dans les armes légères. C'est alors qu'il m'a révélé que les pistolets auparavant étaient des pistolets à air comprimé. Et il a amplifié son histoire d'être dans les forces spéciales en faisant quelques tourbillons avec l'un d'eux et en me montrant ce qui s'est finalement avéré être un tir médiocre. Il a fini par me donner l'un d'eux parce qu'il pensait à faire de mauvaises choses. Je l'ai accepté avec hésitation. J'étais assez inquiète à ce moment-là et je voulais que le gars parte, mais je n'avais pas le courage de lui dire. Malheureusement, au fil de la soirée, il a continué à devenir de plus en plus bizarre. À ce stade, il a commencé à apporter ses affaires de son camion et les mettre autour de mon camp. C'était un processus qui s'est produit progressivement, chaque nouvelle note de conversation suscitant un nouveau spectacle. Je ne me souviens pas de tout ce qu'il a ramené, mais ça incluait guitare et plein d'autres choses. Il a essayé de m'en donner, mais après le pistolet à air comprimé, j'ai refusé. La conversion a traîné en détail sur certains traumatismes de l'enfance. Son père, qui avait été militaire, était très strict et le battait souvent. Il m'a aussi parlé de son cousin qui l'avait abusé physiquement assez sévèrement pour laisser des cicatrices dans certaines zones. Il m'a décrite en détail. Il s'est vraiment approché de moi quand il m'a dit ça, me regardant droit dans les yeux. Soudain il m'a dit « Et c'est pour ça que je ne te fais pas de mal ?» toujours en me regardant. J'ai commencé à avoir assez peur. J'avais quelques trucs pour me défendre, un couteau de chasse et du spray à ours. Mais il n'avait encore rien fait de menaçant. Peu de temps après, son ami s'est pointé, il m'a présenté à son ami et ils ont parlé un peu avant qu'il l'ignore pour me parler. Tout cela m'a rendu encore plus mal à l'aise. Son ami n'est pas resté longtemps et il s'est enfui dans son camion. Je n'ai rien dit d'autre que j'allais me coucher en espérant qu'il ferait de même et partirait. Il a dit qu'il avait besoin de temps seul et je pensais que j'avais de la chance. Je suis allé dans ma tente pour me coucher, il faisait sombre. J'ai trouvé une bague bon marché qui avait été laissée sur mon oreiller. Il a dû la placer là quand je me suis éloigné pour aller aux toilettes. Je pouvais toujours l'entendre errer autour de mon camping. Je suis sorti de ma tente et il avait sa tête dans ses mains alors qu'il marchait et marmonnait. J'ai senti un puissant sentiment venir en moi, celui de fuir. Je ne pouvais plus rester là. Même s'il n'avait rien fait pour me blesser, il m'aurait au moins ennuyé pendant les 3 jours que j'avais prévu de rester. J'ai immédiatement commencé à emballer mes affaires et quand il m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit que je devais y aller. Depuis que je faisais du camping en voiture, j'avais un peu de choses avec moi qui exigeaient quelques voyages et je me suis dépêché de tout mettre dans ma voiture. Lors d'un voyage sur le chemin de l'aire de stationnement, il se tenait au milieu du chemin, se plaignant que ma lampe de poche l'aveuglait. Je n'ai rien dit et j'ai marché autour de lui. J'ai fait la plupart de mes allers-retours avec un bras libre afin de pouvoir porter mon couteau de chasse et être prête au cas où il essayerait d'être physique avec moi. Lors de mon dernier voyage, il est sorti de l'obscurité dans la direction de son camion. Il sanglotait et s'est écrié « Mais je n'ai rien fait de mal !» Je l'ai complètement ignoré et je me suis aventuré sur le chemin une fois de plus pour attraper ce que je pouvais et le ramener jusqu'à ma voiture. J'ai fini par laisser une corde derrière, ne voulant pas prendre le risque de revenir juste pour ça. J'ai fermé toutes mes portes, j'ai sauté dans ma voiture. J'étais contente d'entendre mon moteur démarrer plus vite que d'habitude. Je suis sorti de là et j'ai conduit les 3 heures jusqu'à chez moi. À la moitié de la route, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit ce qui s'était passé. Elle était contrariée que je ne lui dise pas où j'allais. Je l'avais dit à mon père et à ma belle-mère avec qui je vivais à l'époque. Elle était contente que j'aille bien. À mon retour,
Ma belle-mère m'a demandé ce que je faisais et j'ai expliqué ce qui s'était passé. Plus tard, mon père m'a suggéré d'obtenir une arme si je voulais continuer à camper en solo ou que quelque chose comme ça se reproduise. Le lendemain, j'ai pris ma voiture pour aller rencontrer des amis et j'ai découvert que mon pneu était crevé. Quel coup de chance que ça ne soit pas arrivé au camping ou ailleurs dans les montagnes. À mes 25 ans, j'ai déménagé en ville il y a environ 6 mois. Mon colocataire et meilleur ami a découvert le pistolet à air comprimé pendant qu'il m'aidait à déménager. Il savait que je ne possédais pas d'arme à feu et était immédiatement confus, pensant que c'était un vrai. Quand il m'a dit ça, j'ai ri et expliqué comment je l'avais obtenu. Je ne suis pas retourné sur ce site depuis et même si j'y retournais, j'irai certainement avec un ami. Je n'irai probablement plus seul. Voilà, cette troisième histoire, elle est finie. Bon, c'est sûr qu'elle est clairement plus légère que la seconde. Bon, même si on n'a pas du tout envie de tomber sur ce genre de relou. D'ailleurs, si vous êtes déjà tombé sur des aussi gros mythos, parce que le mec, il est DJ, il fait l'armée, il est chef 5 étoiles. Non mais, wow. N'hésitez pas à me dire vos plus gros mythos dans les commentaires, histoire de rire un petit peu. On se quitte ici, mes petits potes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun autre trait d'horreur. Et puis le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien. À la prochaine. Tchuss! I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.